Bonsoir et bienvenue pour cette édition du 16 octobre du journal de la rédaction de votre télévision locale. Et dans l'actualité, aujourd'hui, la CGT qui appelait à la mobilisation pour dénoncer le projet de budget de la sécurité sociale dont l'examen débute à l'Assemblée nationale. 142 rassemblements en France et une manifestation à Paris, mais le syndicat a eu du mal à fédérer. La gare Versailles-Chantier qui va prendre de l'ampleur dans les 2 ans. Le projet de pôle multimodal vient d'être dévoilé. 63 millions d'euros pour des investissements devenus indispensables. Versailles-Chantier, deuxième gare d'Île-de-France avec 64 000 voyageurs chaque jour. Et puis le pôle de recherche en microbiologie de l'alimentation au service de la santé de l'INRA s'installe dans de nouveaux locaux à Jouy-en-Josas. L'occasion de s'intéresser au travail mené dans ces murs. Invité Stéphane Emmerich, le directeur de cette unité. Le club FAS de Saint-Quentin en Yvelines qui fête ses 15 ans, la fondation pour agir contre l'exclusion qui intervient auprès des entreprises locales pour mettre en place des actions concrètes va célébrer son anniversaire ce soir au Théâtre National à Montigny-le-Bretonneux. Plus de 1000 personnes ont été accompagnées vers l'emploi depuis la création ainsi que 3000 scolaires sensibilisés à la culture d'entreprise. L'information a été donnée par Europe 1 ce matin. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, veut revoir les aides accordées aux écoles, donner plus aux académies où les résultats scolaires ne sont pas bons et donc moins aux autres. Tout cela à budget constant. Nous sommes en ligne avec Bertrand Mesure. Bonsoir. Bonsoir. Représentant du syndicat enseignant SNUIPP dans les Yvelines. Si une telle mesure était appliquée, cela signifierait plus de moyens pour l'Académie de Versailles ? Écoutez, l'Académie de Versailles est une académie qui est déficitaire. Depuis très longtemps, l'ensemble des comparaisons qui sont faites chaque année par le ministère le démontrent. Et il est certain que ça nous apporterait peut-être plus de moyens. Mais si c'est pour en prendre ailleurs, vous comprendrez qu'on ne peut pas vraiment se satisfaire de ce genre de perspective. Le système actuel, c'est une répartition des moyens humains et financiers selon vraiment un critère comptable. Le nombre d'élèves, c'est proportionnel, c'est égalitaire, mais ça ne fonctionne pas. Ça veut dire tout de même qu'il faut revoir ce système. Alors, écoutez, c'est pas tout à fait égalitaire. C'est-à-dire que c'est effectivement des critères comptables, mais sur la base d'indicateurs extrêmement grossiers, comme par exemple le P sur E, le nombre d'enseignants pour 100 élèves. Et c'est sûr que ça ne traduit pas ou ça ne permet pas de prendre en compte toute la spécificité de chacun des territoires. En particulier sur l'Académie de Versailles, entre un département comme le 95, le 78, il y a des disparités extrêmement fortes. Par exemple, le 92, lui, est complètement urbanisé. Le 78 a des zones de grande pauvreté et de grande richesse, des zones rurales, et tout ça ne fait pas un ensemble homogène et uniforme. Mais on évoque aussi la possibilité à l'intérieur des académies, ce serait en tout cas le projet de répartir différemment les moyens d'un département à un autre, d'une école à une autre. Est-ce que ce serait une bonne solution ou ce serait plutôt niveler vers le bas justement et enlever et risquer que dans les endroits où ça fonctionne, ce soit plus compliqué ? Écoutez, nous on serait déjà preneurs d'une définition d'indicateurs qui serait beaucoup plus précis et qui prendrait en compte l'ensemble des paramètres. De ce point de vue, l'Académie de Versailles a des progrès en matière de transparence à faire et ces progrès permettraient d'avoir une discussion certainement un petit peu plus fine sur la façon dont les moyens sont attribués. Et puis il y aurait toujours ce problème, c'est la crise de la vocation, parce que même si les moyens sont attribués différemment, il manque toujours aujourd'hui des enseignants. Alors ça, c'est un autre problème. Effectivement, depuis cette année, notre académie n'arrive plus à trouver le nombre d'enseignants correspondant au nombre de places offertes au concours. Mais que ce soit en matière d'encadrement comme d'attractivité du métier, les études de l'OCDE ont démontré que l'école primaire, c'est la maternelle et élémentaire, est le parent pauvre de l'éducation en France et en Europe. Merci Bertrand Mesure du SNUIPP pour cette première réaction à cette piste d'étude visiblement du gouvernement de redéployer de manière plus inégalitaire donc les moyens dans les différentes académies françaises. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Paris aujourd'hui à l'appel de la CGT. Plusieurs bus sont partis des Yvelines, vous allez le voir comme à Trappes. Ils s'opposent au budget de la sécurité sociale dont l'examen débute à l'Assemblée nationale. Selon le syndicat, la sécurité sociale et ses fondamentaux sont aujourd'hui remis en cause. Ce qui pose problème, c'est les nouvelles méthodes sur la politique familiale qui est attaquée. Et puis, on peut financer autrement la sécurité sociale. On l'a fait alors que le pays était bien plus malheureux que ça au moment de la sortie de la guerre. Et on peut le faire maintenant, il n'y a pas de problème. Et effectivement, la mobilisation compte parce qu'on s'aperçoit que le gouvernement, finalement, recule quand il y a une mobilisation importante.
Alors on veut que la mobilisation soit le plus important possible. À Versailles, la gare Chantier va donc devenir un pôle multimodal d'ici 2 ans. Les travaux sont actuellement en cours pour réaménager et étendre cette gare où transitent 64 000 voyageurs chaque jour. Le projet a été présenté hier, mercredi. Reportage Yolène Torres et William L. La gare de Versailles Chantier en pleine mutation. Le futur projet a été présenté mercredi. L'objectif, rendre la gare plus fluide, plus accessible et surtout multimodale. Si vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un francilien, on vous répond c'est quelqu'un qui bouge. Et il bouge avec tous les modes de transport possibles. Ici, il y a 40% des usagers de la gare de Versailles, les 64 000 quotidiens, 40% qui prennent un bus pour repartir dans une autre direction. Donc c'était très important de faire un système multimodal. Parmi les grands axes de ce pôle, la rénovation du bâtiment des voyageurs existants, la création d'une extension de 3000 m², l'amélioration du parvis de la gare ferroviaire, mais aussi la création d'une nouvelle gare routière et la refonte des dessertes existantes. La SNCF s'investit dans ce projet. D'abord, c'est pour nous un très gros projet, c'est plus de 60 millions d'euros qui sont investis pour une gare qui est la deuxième gare en Île-de-France, évidemment en dehors des grandes gares parisiennes. Il y a Juvisy et Versailles-Chantier. C'est la deuxième gare, c'est plus de 60 000 clients tous les jours. Ce projet va donc permettre de requalifier le quartier et prévoit également 40 000 m² de logements ou de bureaux. L'enjeu, il est économique. Et donc ici était prévu un mini Parly 2 de 20 000 m². J'ai dit non, parce qu'il faut protéger notre commerce de centre-ville et il faut également qu'ici on mette plutôt des bureaux. Parce que les bureaux, d'abord ça rapporte de la fiscalité à l'intercommunalité et puis c'est ça dont on a besoin. Le coût, estimé à 63,6 millions d'euros, est réparti entre l'État, la région, le Conseil général des Yvelines, la ville de Versailles, le STIF, la SNCF et le réseau ferré de France. L'ouverture de ce futur pôle est prévue dans 2 ans. Les cheminots ont profité de la venue du président du syndicat des transports d'Île-de-France, Jean-Paul Huchon, donc pour l'interpeller, notamment sur les baisses de moyens comme la fermeture des guichets de proximité. Il a aussi été question de lutter contre les incivilités envers les agents. Là, la direction se veut rassurante. Il y a actuellement 3 caisses. La direction refuse de créer une caisse en plus. On a filmé à plusieurs reprises. Il y a des queues de plus de 20-25 mètres de gens qui ne peuvent pas acheter leur billet. Évidemment, il y a des détails qu'il faudra régler. Par exemple, si vraiment pour la sécurité, c'est pas bien de ne pas avoir de glace devant les employés, il faudra mettre des glaces. Mais ça, je m'en occupe avec la SNCF, bien sûr. Nous essayons de les aider à assumer cette responsabilité face au public tous les jours. Vous savez, il y a aujourd'hui plus de 10 millions de personnes qui tous les jours voyagent avec nos trains, nos métros, nos bus. Et ces 10 millions de personnes, ils portent aussi une part de la tension de la société actuelle et qui se reflète dans le contact avec nos agents. C'est très difficile ce qu'ils font tous les jours, et on le comprend et on fait tout pour les aider. Nous allons parler de science à présent au cours des prochaines minutes. L'unité de recherche en microbiologie de l'alimentation au service de la santé vient de déménager pour s'installer dans un nouveau bâtiment de l'INRA à Jouy-en-Josas. Le directeur de l'unité est déjà en plateau ce soir. Nous revenons pour l'instant sur l'inauguration du nouveau site. C'était hier, mercredi soir, avec ce reportage de Catherine Zulato, Anthony Reich et des images de Patrick Jacques de Dixmude. Dans ce bâtiment, on étudie tout particulièrement les micro-organismes depuis leur rôle dans la fabrication des aliments fermentés comme les yaourts ou la charcuterie, jusqu'à leur fonction dans la digestion et leurs effets sur la santé de l'homme. On travaille sur des microbes, donc sur des bactéries. Alors à la fois sur des bactéries qui sont, je vais vous dire, gentilles, donc que vous pouvez manipuler, qui ne vous poseront pas de problème, et puis on travaille aussi sur des bactéries qu'on appelle pathogènes ou pathogènes opportunistes. Essayer de comprendre les mécanismes qui fait que de gentille, elle va devenir méchante. Parce que c'est pas toujours bien compris. Définir des pronostics sanitaires, guérir des pathologies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires en utilisant, pourquoi pas, demain, les micro-organismes que l'on étudie aujourd'hui. Le travail de chercheurs regroupé dorénavant sur un même site. Quand on est dans un laboratoire de taille modeste, on n'a pas forcément les moyens de s'équiper au niveau auquel les nouveaux défis scientifiques nous attendent. Plus de moyens, plus d'échanges aussi entre chercheurs, une nécessité pour répondre aux défis de demain. Le nouveau bâtiment d'un coût de 19,3 millions d'euros a été subventionné à hauteur de 9,2 millions d'euros par le Conseil régional d'Île-de-France. L'Île-de-France qui accueille 40% des chercheurs français et un enjeu de taille dans le cadre de l'OIN, l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay.
Saclay, Essonne, Yvelines, ça veut dire qu'on tient plus que la Silicon Valley. C'est plus que la Silicon Valley, c'est plus important. Quand vous demandez à un Américain pourquoi il viendrait s'implanter en Île-de-France, la réponse est presque toujours à cause de la qualité de la main-d'œuvre et la qualité de la recherche, et surtout la jonction entre la recherche et l'industrie. Alors c'est ici vraiment ce qui se fait de plus remarquable. L'Institut Michaelis, dédié à la microbiologie de l'alimentation au service de la santé, regroupera 130 chercheurs, ingénieurs, enseignants et jusqu'à 130 doctorants. Je reçois donc ce soir Stéphane Emmerich. Bonsoir, on vous a vu dans ce reportage. Vous êtes le directeur de cette unité que l'on vient de découvrir, l'unité de microbiologie de l'alimentation au service de la santé humaine, l'unité Michaelis. Déménagement, nouveaux locaux, cela signifie plus de moyens pour vous? Un confort plus grand pour travailler, mieux travailler? Tout à fait. Ça signifie des locaux techniques plus adaptés aux expérimentations particulières et aux conditions dans lesquelles on doit réaliser ces expérimentations. Des infrastructures qu'on partage, qui sont de plus en plus onéreuses et qu'on ne peut pas acquérir à l'échelle de petits laboratoires. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous regroupons. On parle souvent des manques de moyens pour la science, pour la recherche. Tout se passe bien pour vous, finalement. Non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais grâce aux efforts de l'ensemble des personnels et de l'ensemble des responsables d'équipe, on arrive effectivement à poursuivre l'essentiel de nos projets. Mais c'est vrai, les temps sont un petit peu tendus. Pour la recherche également. On va s'intéresser justement à l'objet de vos recherches, la biologie de l'alimentation. Concrètement, on étudie quoi ? Alors on étudie en fait les micro-organismes qui sont liés à l'alimentation. Alors ces micro-organismes, ils sont liés soit à la fabrication des aliments. Par exemple, vous ne pouvez pas fabriquer un yaourt sans micro-organismes. Vous transformez le lait en yaourt grâce à des micro-organismes. Vous faites de la charcuterie, vous conservez la charcuterie grâce à des micro-organismes. Donc on étudie la façon dont ces micro-organismes agissent pour transformer les matières premières. On étudie ensuite les micro-organismes qui nous aident à digérer ces aliments. Les micro-organismes que nous hébergeons dans notre tube digestif et en particulier dans notre gros intestin. On a 100 000 milliards de bactéries dans cet intestin. Ça représente à peu près 2 kg de matière. Et c'est essentiel non seulement pour digérer les aliments, mais on s'est aperçu depuis quelques années, c'est une véritable révolution pour le monde scientifique, que cet ensemble de micro-organismes, qu'on appelle microbiote intestinal, a un rôle essentiel pour notre développement et le maintien de notre santé. Et de temps en temps, quand il a été agressé, quand il a été déséquilibré par telle ou telle condition, le microbiote peut être au contraire associé à des pathologies chroniques telles que des inflammations chroniques de l'intestin, telles que l'obésité, telles que des formes de diabète. Ça veut dire qu'en étudiant le mode de fonctionnement naturel, on pourrait réparer si ça ne fonctionnait plus? C'est aussi le but de vos recherches? On étudie, alors pour comprendre ce qui est essentiel, finalement, on étudie souvent les conditions qui président chez des individus justement malades. Et on les compare. C'est en les comparant avec ce qui se passe dans les individus sains qu'on découvre ce qui est essentiel pour favoriser ou au contraire pour empêcher la maladie. Et oui, nous avons quelques exemples. On est en train de développer des exemples à travers lesquels on pourrait guérir des pathologies en apportant des micro-organismes, soit qu'on a repérés pour possédant telle ou telle particularité, telle ou telle propriété, soit en les transformant, en leur greffant une propriété intéressante dans le cadre de la protection ou de la guérison de telle ou telle maladie. Tout cela prend beaucoup de temps. À quelle échéance on peut imaginer une mise en application concrète des recherches que vous menez? Le laboratoire qui existe depuis l'unité de recherche depuis 2010, même si vous venez de déménager, c'est 2010 la création. Tout à fait. Même si le projet scientifique, c'est un laboratoire qui en fait réunit des laboratoires qui existaient préalablement. Donc il y a malgré tout une certaine continuité dans les projets scientifiques. Ce nouveau bâtiment nous donne de nouveaux moyens, nous donne un nouvel élan, mais il y a une continuité dans les projets. Oui, c'est souvent des projets à long terme, mais on a, je vous le répète, donc déjà des applications qu'on cherche à développer, à transférer, en particulier donc auprès de start-up, qui quelquefois on a un exemple de start-up créé à partir. Vous pouvez citer ces exemples ou ça reste du domaine confidentiel parce que c'est encore... Bien sûr. Enterome est une start-up dont vous pouvez trouver le site sur Internet et qui est créée à partir et sous l'impulsion de chercheurs du laboratoire Michaelis
et qui vise, dans un premier temps au moins, à proposer des solutions de diagnostic, voire de pronostic d'états pathologiques donc présents ou futurs. Comment se situe la France par rapport à tous ces domaines de recherche, justement? Alors, c'est une de nos sources de fierté parce que dans ce domaine de l'étude du microbiote intestinal, on peut réellement dire que le laboratoire Michaelis est le leader européen et est parmi les laboratoires qui comptent sur la scène internationale. Sur certains aspects de cette étude, sur un type d'approche particulier qui consiste à séquencer l'ensemble des génomes des bactéries que nous avons dans notre intestin. On peut même dire qu'on a été les pionniers. On a lancé le mouvement général avec une conférence qu'on a organisée en 2005. Et c'est un champ qui explose, qui aujourd'hui, il y a de très grands laboratoires partout dans le monde qui poursuivent ces mêmes objectifs à travers l'étude du microbiote intestinal. Il y a une concurrence entre pays. Certains s'en vont. Par exemple, chercheurs de l'INRAD, vos unités de recherche, sont sollicités pour partir à l'étranger? Ils sont quelquefois sollicités. En général, heureusement, ils n'y répondent pas parce qu'on offre, et en particulier grâce à de nouveaux bâtiments, de bonnes conditions. Mais j'ai aussi quelques exemples inverses, justement, récents d'ailleurs de départ, mais aussi d'arrivée, bien entendu. Grâce à le nouveau bâtiment, c'est aussi une source d'attractivité, de visibilité, de manière générale, de l'unité et de nos travaux, et donc d'attractivité de jeunes ou de seniors vers nos laboratoires et nos thèmes de recherche. Donc c'est une vraie vitrine. La région, on l'a vu, les pouvoirs publics vous soutiennent. Ils ont financé une grande partie de ce bâtiment. C'est l'unique source, c'est l'unique pouvoir public uniquement qui s'intéresse à vous, ou il y a des entreprises privées aussi qui vous demandent des recherches spécifiques? Tout à fait. Alors l'aide de la région et de l'État pour le bâtiment, elle a été essentielle, mais elle se limite strictement au bâtiment. Alors, on a d'autres aides publiques, on recherche de l'aide publique à travers des appels d'offres qui sont lancés par l'Agence nationale de la recherche, créée il y a maintenant une petite dizaine d'années, donc qui nous apporte, on va dire, de près ou de loin, une petite moitié de nos ressources de fonctionnement, pour faire tourner le laboratoire tous les jours. Un petit quart vient de projets européens, donc des appels d'offres européens, donc c'est de l'argent essentiellement public, mais qui vient de l'Europe. Et puis le dernier quart nous vient à travers des contrats avec des entreprises privées, de grandes entreprises, des entreprises de taille plus modeste. De l'agroalimentaire De l'agroalimentaire et aussi du secteur pharmaceutique qui s'intéresse aussi à ce que vous faites. Il y a toujours un regard particulier qui est porté, peut-être plus encore en France, sur ce qu'on mange, sur l'alimentation. Ça veut dire que vous travaillez aussi à la vérification des normes, à l'élaboration de nouvelles normes? Alors, plutôt aux moyens de prévention en vue d'une meilleure sécurité microbiologique, biologique de la chaîne alimentaire. Vous savez que les aliments peuvent être malencontreusement contaminés au moment de leur fabrication, au moment de leur transport, au moment de leur conservation ou dans nos réfrigérateurs. Et il est important de se donner des stratégies qui limitent au maximum ces contaminations. Donc nous contribuons à travers l'étude de la façon dont une bactérie, comme il a été dit dans le reportage, gentille, peut dans certaines conditions devenir un peu méchante et du coup, in fine, provoquer une toxi-infection alimentaire après ingestion de l'aliment. Donc, si on connaît ces conditions, on peut proposer des stratégies de prévention, donc des moyens de conservation ou de fabrication qui vont limiter ces sources de problèmes. Je vulgarise un petit peu le sujet, mais c'est l'objectif aussi dans le journal. Souvent, on parle, et on en a parlé aussi ici avec des associations de consommateurs, de dates limites de consommation ou de péremption qui sont bien trop tôt. On pourrait entendre et conserver un peu plus. C'est vrai, c'est vérifié, on pourrait conserver plus et on met des dates un petit peu trop tôt je peux pas pour rassurer. On se prémunit au maximum de tout risque. Il faut mieux trop prévenir? C'est l'intérêt public. On peut comprendre que les pouvoirs publics prennent le maximum de précautions, même si, bien entendu, pour certains industriels, pour certains distributeurs ou consommateurs, ça peut sembler un petit peu abusif. Vous avez tous fait l'expérience de manger un yaourt qui a été correctement conservé au réfrigérateur, un petit peu après sa date limite, sans aucun problème, bien entendu. Mais
ça ne peut pas être encouragé par les pouvoirs publics. Je ne peux pas, Bien sûr. Je peux pas aller contre cela. Forcément. Merci Stéphane Ebrich d'être venu sur le plateau. L'unité de microbiologie de l'alimentation qui s'est installée à Jouy-en-Josas, c'était très intéressant. Merci à vous. On reste dans la recherche et toujours avec l'INRA d'ailleurs, qui depuis 16 ans teste avec Veolia des composts d'origine urbaine dans un champ de maïs et de blé. Il les compare avec des engrais plus classiques. Les premiers résultats ont été dévoilés. Reportage Les Pieds dans la boue pour Claire Cambier et Patrick Jacques de Dixmude. Là, j'en mets un petit. Ramasser des vers de terre fait aussi partie du métier des scientifiques de l'INRA. Dans ce champ, on cherche à mesurer l'activité biologique des sols. Donc en fait, on met du produit irritant sur le sol pour les faire remonter. Ça fonctionne très bien en ce moment-là. Et ensuite, on creuse un monolithe de sol sur 20 cm de profondeur qu'on trie manuellement pour récupérer ceux qui ne seraient pas remontés à la surface. L'objectif est de comparer des composts d'origine urbaine, ordures ménagères résiduelles, biodéchets et boue, avec des engrais plus classiques comme le fumier ou la fertilisation minérale. Depuis 1998, des tests sont effectués dans ce champ de Feucherolles, 6 hectares divisés en 40 parcelles. C'est un secteur où on a très peu d'élevage et donc très peu d'entrée de matière organique par le biais des fluents d'élevage. Et donc il faut trouver d'autres sources. D'où l'intérêt de la mise en place de ce site. En Île-de-France, les terres sont très pauvres en matière organique, notamment en carbone. Le but est donc de trouver le compost qui puisse faire office de source alternative. Pendant 16 ans d'expérimentation, l'INRA, en collaboration avec Veolia, a multiplié les tests. Prélèvement de sol et de végétaux, mesure de la qualité de l'eau ou encore de l'humidité et de la température via des capteurs. On a des capteurs qui sont implantés jusqu'à 1,60 m de profondeur. Okay. Et donc toutes ces données sont recueillies via des centrales de mesure. Donc, qui se présente comme ceci. Cette machine au sol permet également de capturer les gaz à effet de serre pour en mesurer les flux. Le bilan est plutôt positif, même si le cuivre et le zinc sont un peu plus présents. On compte une hausse de 30 à 50% de la matière organique des sols par rapport à une fertilisation minérale. Alors, les plus efficaces pour la matière organique, ce sont les composts de biodéchets, donc qui sont issus d'un mélange de déchets verts et de la fraction fermentée cible des ordures ménagères. Et le second type de compost qui est très intéressant, c'est le compost de boue d'épuration. C'est des boues mélangées à des déchets verts qui sont compostés et qui sont très efficaces pour augmenter la matière organique, mais qui en plus ont un effet fertilisant très intéressant en termes d'azote et de phosphore. Bilan des propriétés physiques et biologiques améliorées. 16 octobre 2013, les sages-femmes avaient entamé un mouvement de grève nationale pour obtenir plus de reconnaissance. Les choses ont-elles évolué? Les revendications ont-elles finalement été entendues? Le point, un an après, avec Yolène Thorez. Un an après, les sages-femmes sont toujours mobilisées. Le 16 octobre 2013, elles avaient entamé un mouvement de grève nationale pour plus de reconnaissance de leur statut et de leurs compétences. Un an après, les demandes des sages-femmes, malgré les annonces de la ministre de la Santé, n'ont pas été entendues. Les sages-femmes souhaitent notamment un statut médical spécifique au sein des hôpitaux et des cliniques privées, une apparition sur le prochain plan de périnatalité du ministère de la Santé et réclament que leur formation soit reconnue Bac+5 et non +3 comme aujourd'hui. Des revendications qu'elles ont du mal à faire entendre. Il n'y a pas beaucoup de professions qui sont en grève pendant un an et dont on parle si peu finalement. Un an de grève, si on regarde dans les mouvements sociaux, ça n'arrive jamais. Sauf que nous, les sages-femmes, on a cette particularité, comme beaucoup, c'est que quand on est en grève, on est réquisitionné, on est assigné, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler. Donc au final, ça ne fait pas tellement de vagues parce que oui, on est en grève, mais on continue de prendre en charge nos patientes, leurs nouveau-nés, etc. Les 24 000 sages-femmes n'ont toutefois pas dit leur dernier mot. Elles entament une deuxième année de grève et restent bel et bien mobilisées. La semaine bleue, c'est en ce moment et jusqu'au 19 octobre, une semaine dédiée aux retraités, aux personnes âgées, avec pour thème cette année créatifs et citoyens à tout âge. Plusieurs rendez-vous en France donc et dans les Yvelines. Demain 17 octobre à 10h par exemple, la coordination gérontologique locale propose un forum Bien vivre à domicile avec des ateliers, marches, mémoire, équilibre informatique. Ce sera à Meulan, à Guyancourt, plus proche de nous. La semaine bleue se prolongera même jusqu'en novembre. Le 6, une conférence sur le sommeil avec un médecin attaché au laboratoire du sommeil à l'hôpital Béclair. Et puis, pour terminer, on notera également dans un autre registre ce vendredi à Versailles la représentation au théâtre Montancier d'une pièce autour de la maladie d'Alzheimer, scénarisée et interprétée par Colette Roumanoff, mère de l'humoriste Anne Roumanoff. Le reportage complet, vous voyez les images de cette pièce, le reportage complet sur ce spectacle est à retrouver dès à présent sur notre site internet.
Fin de ce journal, on se retrouve demain aux mêmes horaires pour l'édition du week-end. Comme chaque vendredi, l'essentiel de la semaine, mais aussi le point sur les informations du jour. Votre soirée sur TV Fil, c'est avec Florane Parfait pour un nouveau numéro de Fil Éco. N'oubliez pas les replays de tous nos programmes sur notre site et puis les réseaux sociaux pour les partager. Très bonne soirée, à demain.